Dans l'immensité sinistre du 41e millénaire, où l'ombre de la guerre éternelle plane sur chaque étoile, l'humanité se bat pour sa survie dans un univers impitoyable, cerné de toutes parts par des hordes xénos, des démons malveillants et des traîtres perfides. Dans cette lutte sans fin, chaque guerrier fidèle à l'empereur a besoin d'une arme qui transcende les simples fusils et lames. Une arme qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, fortifiant la volonté de ceux qui osent se dresser contre l'obscurité. Cette arme, c'est Oli. Développée par les plus grands esprits du Mechanicum, Oli Energy est plus qu'une simple boisson énergisante. Infusée avec de la New Caf raffinée et une sélection divine de vitamines vertueuses, cette concoction sacrée a été conçue pour fournir une clarté mentale inébranlable et une endurance physique indomptable, garantissant que chaque soldat de la garde impériale et chaque croisé de la Holy Crusade combattent avec une vigueur digne du nom de l'empereur. Les magos de Germanica, toujours en quête de perfection, ont récemment repoussé les limites de leur savoir-faire en dévoilant de nouvelles saveurs exaltantes. Ces créations sublimes ne sont pas seulement un plaisir pour les sens, mais une promesse de puissance accrue pour les défenseurs de l'Imperium. Avec Oli, vous n'êtes pas simplement un soldat, vous devenez l'instrument de la volonté du divin empereur de l'humanité, prêt à bariser ses ennemis sur le champ de bataille, que ce soit dans les déserts sans fin de Talarn ou les ruines en flammes d'Armageddon. En choisissant Oli, vous choisissez non seulement la victoire, mais une existence exaltée par une puissance divine. Dans l'ombre des étoiles, alors que l'ennemi approche, rappelez-vous que la Holy Crusade est la seule réponse et la seule solution. Buvez, combattez et triomphez, car avec Oli, vous portez en vous la lumière de l'empereur, prête à briller même dans les profondeurs les plus obscures de la galaxie. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur. Et ici, sur Germanica Prime, on prend cette devise très au sérieux. Les Blood Angels et leur chapitre successeur, réputés pour leur bravoure indéfectible sous le feu ennemi, se jettent dans les combats les plus désespérés avec un zèle incomparable. Leur passion pour le corps à corps est presque légendaire, bien qu'elle suscite chez certains l'idée que ces guerriers sont trop enfiévrés par la bataille, peut-être imprudents, voire porteurs d'une ombre intérieure. Pourtant, la vérité qui les définit est bien plus complexe, à la fois sombre et empreinte de noblesse. Défenseurs indomptables de l'Imperium, les Blood Angels incarnent une dualité tragique. En dépit de leur prouesse martiale, ils portent en eux une malédiction contre laquelle ils doivent lutter constamment. Cette guerre intérieure éclaire et assombrit leurs actes, qu'ils soient glorieux ou terribles. Créés lors de la première fondation, les Blood Angels étaient les fers de lance de la Grande Croisade, aidant l'empereur à réunir l'humanité sous sa bannière impériale. Les exploits déjà légendaires prirent une dimension encore plus éclatante lorsqu'ils retrouvèrent leur primarque. Sanguinius, l'ange au cœur pur et aux ailes éthérées, brillait parmi les fils de l'empereur. Guerrier hors pair, stratège émérite et véritable demi-dieu, il inspirait à ses enfants une dévotion incomparable. Sous la guidance de leur primarque,
Les Blood Angels combattirent avec ardeur lors de la Grande Croisade et plongèrent dans la folie de l'hérésie d'Horus. La présence du primarque aux ailes d'ange galvanisait leurs âmes et ils tinrent leur position avec un acharnement sans faille jusqu'aux dernières heures, leurs bolteurs tonnant sur les remparts du palais impérial face aux assauts du maître de guerre, résolus à défendre jusqu'au bout le trône sacré. Mais ce conflit épique laissa des marques profondes dans l'âme des Blood Angels. La mort de Sanguinius, tué à bord du Vengeful Spirit, éveilla en eux la rage noire, une tare génétique qui s'insinua lentement dans les veines de la Légion et de ses chapitres successeurs. Avec les siècles, cette affliction qui pousse ses victimes à une fureur incontrôlable devint le sombre secret des Blood Angels, une ombre pesante qui sape inexorablement la gloire de ces nobles guerriers. L'anomalie qui tourmente les Blood Angels depuis la mort de leur primarque est une malédiction à double tranchant. Le premier symptôme, le plus manifeste, est la soif rouge. Une rage insatiable et vorace qui les pousse à une violence désespérée. Céder à cet appel du sang est pour un Blood Angels une humiliation profonde, car ils luttent de toute leur force pour rester maîtres de leur fureur et incarner les vertus de Sanguinius, leur bien-aimé primarque. Pourtant, malgré leurs efforts, même les plus dignes de ses fils ne peuvent échapper entièrement à la rage noire, une affliction d'autant plus sombre qui les consume de l'intérieur. À la veille des batailles, certains Blood Angels sont frappés de visions infernales. Leur esprit vacille sous des images de carnage passé, où les sons des explosions et les cris de guerre ressurgissent comme une réalité tangible, les emportant dans une spirale de folie dont seule la mort peut les libérer. Pour ces âmes condamnées, le seul salut reste de trouver une fin honorable au combat avant de sombrer dans une déchéance qui les transformerait en bêtes sanguinaires, indignes de leur noble héritage. Cet héritage, cependant, est bien plus qu'une simple malédiction. La noblesse et la grâce de Sanguinius coulent aussi dans leurs veines, et sa beauté physique et spirituelle est presque intacte. Les fils de Sanguinius portent en eux une force mentale rare, une puissance qui croît avec les siècles et leur confère des dons psychiques parmi les plus puissants de tous les Space Marines. Les archivistes des Blood Angels incarnent cette dualité. Leur pouvoir s'exprime parfois sous des formes angéliques, miraculeuses, et à d'autres moments par des élans de fureur implacable. Ces dons psychiques, dirigés avec la maîtrise qui caractérise les Blood Angels, permettent aux archivistes de protéger les innocents aussi bien que de plonger leurs ennemis dans des tempêtes de sang. Qu'ils continuent à dominer cette énergie pour servir l'Imperium témoigne de leur grandeur d'âme et de leur loyauté. Mais, dans cette époque tourmentée, même une volonté d'acier peut fléchir. Les Blood Angels et leurs chapitres successeurs sont en déclin, chaque année qui passe voyant davantage de frères emportés par la folie. Certains chapitres successeurs dont la génétique a été marquée dès leur création par l'anomalie tombent désormais plus vite dans la dégénérescence. Des histoires circulent sur des chapitres entiers perdus à la rage noire, leur gloire s'estompant brutalement pour laisser place à la honte. Des noms comme les Knights of Blood et les Crimson Swords sont ainsi devenus synonymes de trahison, car l'Adeptus Terra a dû les considérer comme renégats ou les éradiquer pour avoir choisi la brutalité plutôt que la raison. Pourtant, si un chapitre aurait dû succomber aux tentations du chaos, c'est bien celui des Blood Angels. Leur tare génétique et leurs dons psychiques en font des proies idéales pour les dieux sombres. De nombreux inquisiteurs observent d'ailleurs ce chapitre avec une vigilance constante, à la recherche du moindre signe de corruption, qu'elle soit physique ou mentale.
Malgré ses soupçons, les Blood Angels demeurent fidèles depuis plus de 10 000 ans. Aussi loyaux aujourd'hui qu'au jour où ils refusèrent de ployer sous la rébellion de l'infâme maître de guerre Horus Lupercal. Néanmoins, le fardeau de leur déclin pèse lourdement sur le chapitre. Chaque nouvelle recrue est susceptible de succomber à la rage noire ou à la soif rouge aussi facilement que les vétérans les plus aguerris. De plus en plus, des guerriers choisissent la mort glorieuse au combat pour éviter une déchéance humiliante. Mais le rythme des pertes creuse peu à peu leur rang. Et la fréquence de la rage noire augmente, là où autrefois seule une poignée de frères était frappée, des escouades entières peuvent aujourd'hui basculer dans la folie durant une campagne, menaçant de plonger dans l'oubli l'héritage de l'ange qui les guida autrefois. L'Arx Angelicum, la forteresse monastère des Blood Angels, veille sur Baal depuis l'époque légendaire de la Grande Croisade. Ancré dans le désert infini, cet édifice majestueux s'élève là où un volcan dominait autrefois 2 pics de roches noires sculptées pour devenir la demeure de la 9e Légion, lorsque l'empereur marchait encore parmi les mortels. Là où jadis la lave s'écoulait, les Space Marines tiennent désormais leur cours dans les profondeurs de la montagne. Les feux primordiaux éteints depuis des millénaires. Même si ces 2 pics ont été façonnés par la main de l'homme, ils gardent des traces de leur origine volcanique. Des cônes jumeaux aux bases massives, l'un plus petit que l'autre, les gueules béantes tournées vers les cieux. Les restes de l'Arx Angelicum témoignent de la grandeur de l'humanité. Les hautes murailles de leur forteresse monastère, appelée l'Arx Murus, sont taillées dans la roche même du cratère et surplombent le paysage en une enceinte imposante, parsemée de tours abritant les diverses fraternités des Blood Angels. En contrebas, des galeries de tir se superposent le long des murs, formant des étages de redoutes armés de canons et de défenses jusqu'au sol. Les tours elles-mêmes, ornées de sculptures représentant des anges et des aigles, cachent dans leurs bouches béantes des batteries laser et des macro-canons, prêts à foudroyer toute menace venue du ciel. Sur des promontoires voisins, d'autres fortins et tourelles équipés d'artillerie de précision surveillent l'orbite basse, capable de pulvériser un vaisseau ennemi avant même qu'il n'approche. Plus au loin de ces murs, la redoute des cieux se dresse fièrement comme le donjon de la forteresse. Surplombant le chemin de ronde, le réclusiam s'élève tel un crâne géant, symbole d'austérité et de piété pour les frères en armes. Plus loin, la tour funeste d'Amareo déchire le ciel, tandis que les flèches du Librarius jaillissent des murs à l'autre extrémité du dôme des anges. Le Sanguis Corpusculum, le sanctuaire de Corbulo et des prêtres sanguiniens, s'accroche aux plus basses des montagnes, son sommet plat relié au mur principal par un imposant pont blindé. Avant l'invasion par la flotte ruche Léviathan, l'Arx Angelicum comptait parmi les plus belles forteresses de la galaxie. Bien que la flotte ruche ait laissé des cicatrices profondes, la forteresse a survécu grâce au triomphe de l'Imperium sur le Grand Dévoreur. Depuis, de grands travaux ont été entrepris pour accueillir les nouveaux Space Marines Primaris, alors que le chapitre se prépare à défendre un Imperium fracturé par la Grande Faille. Il pourrait sembler paradoxal qu'une légion aussi empreinte de fierté et de tradition ait choisi d'abandonner une part de son individualité. Mais les horreurs de l'hérésie avaient profondément ébranlé l'âme des Blood Angels. C'est pourquoi ils furent parmi les premiers chapitres à adopter le Codex Astartes de Roboute et Guilliman, réorganisant leurs forces avec discipline pour affronter tous les défis qui menaceraient l'Imperium.
Les 2e, 3e, 4e et 5e compagnies sont devenues les piliers de leur puissance de combat, constituant les lignes de bataille principales et absorbant l'essentiel des assauts ennemis. Les compagnies spécialisées, quant à elles, sont précieusement gardées en réserve, prêtes à être engagées en fonction des besoins stratégiques. Pourtant, espérer voir les Blood Angels se battre avec la rigueur militaire des Imperial Fists ou la froide détermination des Dark Angels serait une erreur. La malédiction du génome de Sanguinius continue d'infuser leur sang, transformant même le plus stoïque des vétérans en une furie capable de déchiqueter un adversaire à main nue. La rage noire peut s'emparer de n'importe quel frère de bataille, qu'il appartienne à une escouade Devastator ou qu'il pilote un Vindicator, rendant leur comportement en pleine bataille imprévisible. Les Blood Angels sont tout aussi susceptibles de défendre une position avec une ténacité inébranlable que de charger l'ennemi dans un élan déchaîné de rage. Ce trait, bien que redoutable, les a menés, en plus d'une occasion célèbre, à des massacres aussi glorieux que terrifiants. L'une des plus célèbres de ces démonstrations de férocité est l'assaut de la ruche Tempestora, où les Blood Angels chargèrent avec une telle intensité qu'ils brisèrent les lignes ennemies, établissant une tête de pont sur une position jugée imprenable par les stratèges impériaux. Durant la campagne d'Armageddon, leur zèle implacable permit à maintes reprises d'accomplir l'impossible, forçant l'admiration autant que l'inquiétude des autres commandeurs de l'Imperium. Si les Blood Angels suscitent souvent une certaine méfiance chez leurs alliés en raison de leur imprévisibilité, ils se soucient peu de leurs opinions. Leur lutte intérieure contre la rage noire est une épreuve qui, paradoxalement, les fortifie et les pousse à accomplir des actes d'un héroïsme inégalé. La 9e Légion, dès ses origines, se distinguait des autres légionnes Astartes par son organisation atypique et sa structure simpliste, loin des modèles de commandement élaborés. Ce n'était à l'époque qu'une force de compagnie d'infanterie souvent configurée comme des ravageurs catuléens, des guerriers autonomes et à l'approvisionnement minimal, idéaux pour des opérations indépendantes de la Grande Croisade. Le manque de discipline stricte de la Légion, alimenté par la soif rouge qui sévissait déjà parmi ses guerriers, compliquait tout effort de centralisation ou de coordination à grande échelle. De ce fait, les tactiques se développaient au niveau de l'escouade ou de la compagnie directement sur le champ de bataille, créant une approche de guerre unique, mais particulièrement chaotique. Les Blood Angels furent longtemps maintenus en marge de la structure militaire principale de l'armée impériale, et les commandants qui combattaient à leur côté acceptaient tacitement leur indépendance. Les premiers commandants de la Légion n'étaient pas des officiers en uniforme, mais des chefs de guerre tribaux, imposant leur autorité par la force et le charisme brut. Leur capacité à maintenir la discipline provenait de leur présence imposante. Leur chute entraînait souvent une succession naturelle parmi les vétérans, chacun prêt à prendre la place du précédent. L'arrivée de Sanguinius transforma cette dynamique. Le primarque apporta l'ordre à la Légion, en réformant sa structure de manière à canaliser sa nature sauvage. Il maintint les compagnies mais les intégra dans une structure plus élaborée, subdivisée en 3 cercles. Chaque cercle avait une fonction précise, permettant à la Légion de concentrer son énergie destructrice tout en offrant à chaque guerrier un chemin vers la maîtrise de soi et la discipline. Ce modèle, bien qu'inspiré du Principia Bellicosa, divergeait sensiblement du schéma typique des légions. Le 3e cercle regroupait les troupes de base, connues sous le nom de Malak. Leur rôle était simple mais vital, exécuter les ordres de leur capitaine, maîtriser leur rage à travers un entraînement rigoureux et combattre avec dévotion. Les distinctions honorifiques, bien que minimes, étaient précieuses, encouragées pour ceux excellents dans des arts particuliers, qu'il s'agisse du maniement du bolter, de la poésie ou du duel.
Le deuxième cercle rassemblait les officiers et les stratèges de la Légion. Ceux-ci portaient la lourde responsabilité du commandement et de la réalisation des plans de Sanguinius, maîtrisant autant les arts martiaux que les disciplines artistiques. Ces commandants étaient connus pour leur lucidité et leur capacité à orchestrer des batailles complexes, se distinguant par leur expertise tactique, rivalisant même avec les plus grands stratèges comme les Ultramarines. Le premier cercle, quant à lui, abritait l'élite de la Légion, les Immortels, les gardes personnels de Sanguinius. Ces guerriers abandonnaient leur identité personnelle pour devenir les instruments de la volonté de leur primarque, sans regret ni remords. Ils exécutaient les missions les plus dangereuses et tenaient une place spéciale dans l'organigramme de la Légion, endossant des armures uniques symbolisant leur rôle sacré. Leurs armures et identités étaient des instruments transitoires qu'ils déposaient en terminant chaque mission, retrouvant ainsi leur rôle originel dans la Légion. Sous cette organisation, la Légion de Sanguinius devint un puissant modèle de discipline et de grâce. Les cercles apportaient équilibre et stabilité, permettant aux guerriers de la 9e de focaliser leur puissance sur des objectifs précis tout en atténuant les ravages de la soif rouge. Cette structure simple mais innovante et astucieuse incarnait l'héritage et l'ingéniosité de Sanguinius, lui permettant non seulement d'assurer la survie de ses fils, mais aussi de leur offrir une voie d'élévation et de dignité dans un univers brutal. La mort de Sanguinius lors de la défaite d'Horus sur Terra laissa la 9e Légion sans commandant et précipita la formation des chapitres Blood Angels, une transition orchestrée par Ascaelon, dernier survivant de la garde sanguinienne. Dans sa vision, l'organisation formelle de la Légion était le moindre de leurs soucis et il guida leur division en plusieurs chapitres. Les Blood Angels, qui maintiennent les traditions de la Légion, et leurs successeurs, les Flèche-tireurs, Angels Vermilion, Angels Encarminés et Angels Sanguinés. Si le destin d'Ascaelon demeure inconnu, son héritage perdure dans la structure des chapitres qu'il fonda. Les Blood Angels s'efforcent de respecter le Codex Astartes autant que possible, le voyant comme un garde-fou contre les excès de la soif rouge et de la rage noire. Mais ils conservent plusieurs pratiques uniques. Leur organisation est particulièrement marquée par une prépondérance pour le combat rapproché, une manière d'exorciser les douleurs de leur héritage génétique. Les escouades d'assaut sont ainsi très prisées et les dévastators eux-mêmes supposés maintenir le soutien à distance sont parfois vus se lancer dans la mêlée, comme lors du massacre de Trakezai en M34. Les particularités de leur compagnie illustrent leur affinité pour l'engagement direct. La première compagnie se bat au corps à corps même sans armure Terminator, tandis que la 8e compagnie est entièrement dédiée aux assauts, utilisant aussi bien des réacteurs dorsaux que des véhicules rapides comme les Land Speeders. Même les scouts de la 10e compagnie adoptent une posture agressive, infiltrant les lignes ennemies pour déclencher des attaques dévastatrices dès qu'une opportunité se présente. Les rhinos du chapitre sont souvent modifiés pour un déploiement rapide, malgré les objections des tech marines, et les casques de leurs escouades sont codés en couleurs pour distinguer leurs spécialités. Rouge pour les tactiques, bleu pour les dévastators et jaune pour les vétérans d'assaut. Les Blood Angels possèdent des grades uniques comme les prêtres sanguiniens, gardiens du sang sacré de Sanguinius, capables de prodiguer des transfusions vitales même au cœur du combat grâce à leurs exsanguinators. La garde d'honneur, composée de vétérans spécialistes du corps à corps, remplace les escouades de commandement standard. Ces guerriers, reconnaissables à leur casque doré, escortent les chefs les plus révérés, incarnant à la fois l'espoir pour leurs alliés et une menace de mort imminente pour leurs ennemis.
L'infanterie d'élite inclut également le Dreadnought Furioso, un modèle redoutable permettant aux héros mortellement blessés de continuer à se battre, équipé de points de combat capables de détruire jusqu'à la coque d'un Land Raider. Cependant, la plus inquiétante des particularités du chapitre est la Compagnie de la Mort, une formation temporaire rassemblant ceux qui succombent à la rage noire. Leur présence est imprévisible et leurs effectifs fluctuent d'une bataille à l'autre, ajoutant une force de frappe aussi puissante qu'instable. Les Blood Angels maintiennent leur marine de guerre puissante, préférant les assauts planétaires rapides, utilisant des modules d'assaut pour débarquer leurs troupes en plein cœur du champ de bataille. Leur flotte comprend une grande variété de navires dont certains modèles inhabituels, illustrant leur tradition de frappe éclair et de rapidité. Bien qu'ils soient d'ardents champions du combat rapproché, chaque Blood Angel reste un guerrier polyvalent et leur maîtrise du corps à corps est légendaire. Leur équipement inclut le Predator Baal, une variante spécialement armée pour soutenir leurs attaques au sol. Les Blood Angels privilégient les missions de libération rapide et d'attaque, laissant rarement des forces de garnison sur place. Pour eux, la bataille appelle toujours à un nouveau front. Les responsabilités du commandant Dante sont lourdes, mais il ne porte pas son fardeau seul. Le maître de chapitre des Blood Angels est soutenu depuis les temps les plus reculés par 3 organes conciliaires. Le Conseil de sang et d'os est celui qui a le moins de responsabilités en matière de guerre, mais qui est le plus vital pour la survie du chapitre. Composé de membres vétérans du Réclusiam et de prêtres sanguiniens, le Conseil aide le maître de chapitre sur les questions relatives au recrutement et à la gouvernance, mais surtout sur la gestion des déficiences du chapitre. Si le maître de chapitre tombe dans la folie de la rage noire, le Conseil du sang et de l'os assumera le commandement temporaire. C'est également lui qui a le dernier mot sur l'approbation des promotions dans les rangs, et c'est lui qui choisit les nouveaux maîtres de chapitre parmi les capitaines du chapitre. Le Conseil rouge est le conseil de guerre du chapitre. Dans les termes les plus purs, il comprend tous les capitaines du chapitre, le chef de la garde sanguinienne, les Dreadnoughts, le doyen du chapitre et d'autres seigneurs de haut rang. En pratique, le Conseil rouge comprend les officiers et les spécialistes qui accompagnent le maître de chapitre en campagne. Les serfs de haut rang et le personnel militaire extérieur assisteront à ces réunions et y prendront la parole, devenant ainsi membres de facto. Enfin, le Conseil du chapitre est l'organe gouvernemental du chapitre, composé du Conseil rouge, du Conseil de sang et d'os, du maître de la forge, des officiers haut placés, des serfs et du quorum empirique du Librarius. Ces différents niveaux d'autorité garantissent que les Blood Angels, où qu'ils se trouvent, seront bien dirigés et que leur maître sera toujours bien conseillé. L'apothécarion des Blood Angels s'écarte considérablement des normes du Codex Astartes. Leur rôle ne se limite pas seulement au bien-être physique de leurs frères, mais également à l'entretien de l'héritage génétique du chapitre. Le sang de Sanguinius est crucial pour le renouvellement de la lignée, et une solution macabre a été mise en place après sa mort. Les apothicaires survivants ont reçu une injection du sang du primarque, devenant ainsi les prêtres sanguiniens. Dirigé par le grand prêtre sanguinien Corbulo, il cherche constamment à améliorer la situation du chapitre et à trouver une solution aux malédictions génétiques des Blood Angels. Les chapelains des Blood Angels remplissent également leur rôle habituel au sein du chapitre, mais avec une fonction supplémentaire importante. Ils surveillent les signes de la rage noire et mènent la compagnie de la mort au combat. Le haut chapelain Astorat a une autorité particulière, traquant ceux qui succombent à la rage noire et veillant à ce qu'ils ne restent pas en liberté.
En raison de l'héritage de Sanguinius, les Blood Angels possèdent un Librarius puissant, avec certains des plus grands psykers de l'Imperium. Le Librarium Sagrestia, situé sur les murs extérieurs de l'Arx Angelicum, abrite ses pouvoirs, bien que des légendes disent qu'y pénétrer exige de traverser des couloirs et escaliers qui ne devraient pas exister. Au cœur du Librarius, des secrets mystérieux sont gardés, alimentés par l'étoile Idalia liée psychiquement par l'empereur en cadeau pour Sanguinius. Les Blood Angels sont traditionnellement des recruteurs monosystèmes, c'est-à-dire qu'ils ne recrutent que sur un seul système. Leurs néophytes et serfs étant exclusivement recrutés sur Baal Primus et Baal Secundus. Bien que Baal Primus soit désormais dépeuplé, cette planète a joué un rôle primordial dans le recrutement avant sa ruine. Le recrutement a lieu pendant l'événement centenaire du Duplus Lunaris, lorsque les 2 lunes de Baal sont pleinement visibles. À cette occasion, les Blood Angels visitent les tribus lunaires pour encourager la participation au processus de sélection et, parfois, emmènent directement les recrues en situation d'urgence. Les épreuves de sélection sont divisées en plusieurs phases. Sur Baal Primus, les jeunes des différents clans s'affrontent dans des combats rituels en véhicule. Les plus puissants sont alors choisis pour passer à des tests plus approfondis. Sur Baal Secundus, les jeunes recrues affrontent de nombreux dangers pour se rendre à la chute de l'ange. Ce voyage les expose à la mort par radiation, aux attaques de mutants, d'animaux et aux privations. Un des défis majeurs consiste à traverser la rivière venteuse en utilisant les ailes d'ange, une plateforme de vol fabriquée avec les os des aigles géants. Une fois arrivés à la chute de l'ange, les jeunes recrues rencontrent pour la première fois les Blood Angels qui leur expliquent les exigences de la vie de Space Marine. À ce stade, ils peuvent choisir de repartir chez eux. Ceux qui restent sont soumis à un premier triage, éliminant ceux qui risquent de rejeter la semence génétique ou qui ne possèdent pas les talents nécessaires. Les recrues prometteuses deviennent serfs et participent à des jeux durant 9 jours qui affinent encore la sélection. Ceux qui passent ce triage sont élevés au rang d'aspirants. Les aspirants sont ensuite envoyés dans le désert pour une dernière série d'épreuves où ils sont répartis en petites unités. Ceux qui échouent sont condamnés à rester comme gardes et beaucoup sont tués lors des épreuves. Les survivants sont envoyés à l'Arx Angelicum pour l'épreuve ultime, l'endurance. Dans la chapelle de la vigilance au sein de la Basilica Sanguinarum, les aspirants doivent rester éveillés pendant 3 jours et 3 nuits. Ceux qui faiblissent sont éliminés, les autres sont intronisés par les prêtres sanguiniens qui mêlent leur sang au Graal rouge sacré, un rituel de transformation. Après avoir bu ce sang, les aspirants plongent dans un sommeil profond et leur corps se prépare à l'implantation des organes de Space Marine. Les jeunes restent alors dans des sarcophages pendant 1 an, leur corps subissant une transformation spectaculaire. Ceux qui survivent au processus en sortent métamorphosés, tant sur le plan physique que mental. Leur apparence est marquée par l'héritage de Sanguinius, certains devenant presque à son image. Au terme de ce long processus de sélection, les jeunes sont élevés au rang de néophytes et leur formation commence sérieusement. Cependant, seuls environ 70 sur 1000 parvenant jusqu'à l'épreuve deviennent néophytes, et le taux d'échec au sein de la compagnie scout est particulièrement élevé. Ce processus, bien que minutieux et rigoureux, a parfois nui au rétablissement du chapitre après des désastres tels que la 7e croisade noire, l'insurrection de Callius, l'incident de Sécoris ou l'hérésie d'Archio. La soif rouge est une des malédictions les plus intimes et terrifiantes de Blood Angels, un fardeau qui sommeille en chaque membre du chapitre. Elle incarne un désir insatiable de destruction et de sang, un besoin dévorant qui, s'il est trop souvent laissé libre,
peut détruire le guerrier lui-même. Bien que chaque fils de Sanguinius doive lutter contre cette soif, rares sont ceux qui parviennent à la maîtriser de façon constante. Au cœur de chaque bataille, la tentation de succomber à cette folie est omniprésente et certains finissent inéluctablement par céder. Cette soif de sang est plus qu'une malédiction. Elle est à la fois le symbole de la lutte interne des Blood Angels et un des facteurs qui forgent leur caractère. La soif rouge est ce qui les rend différents des autres Astartes. Elle apporte avec elle une humilité profonde, car les Blood Angels sont constamment conscients de leur échec à surmonter ce besoin de violence. C'est cet échec cependant qui leur confère une forme de noblesse. Ils sont parmi les plus humains des Space Marines car ils doivent faire quotidiennement face à leurs démons intérieurs et lutter contre cette soif primitive. Les légendes qui entourent cette malédiction sont alimentées par des mystères insondables. Une des plus terrifiantes raconte l'existence d'une salle secrète dans la tour d'Amareo, sur Baal, où les hurlements des frères perdus par la soif rouge ou la rage noire résonnent. Les membres du chapitre connaissent bien cet endroit, mais les véritables détails demeurent cachés. Les souvenirs de Sanguinius jouent un rôle central dans les malédictions des Blood Angels. En effet, le gène du primarque est porteur d'une mémoire collective qui plonge les Blood Angels dans une mémoire atavique. Ce phénomène survient souvent avant une bataille lorsqu'un guerrier, par un étrange déclencheur, est submergé par les souvenirs du primarque, notamment ceux de son ultime affrontement avec Horus. À ce moment-là, un Blood Angel peut perdre toute conscience du présent et se retrouver piégé dans les événements sanglants de l'hérésie d'Horus, voyant le monde autour de lui comme une extension de ce terrible passé. Il peut se croire être Sanguinius lui-même, vivant les derniers instants de sa vie, et la rage qu'il éprouvait se réveille en lui, l'envahissant totalement. Un guerrier ainsi possédé par la rage noire devient quasi irrationnel. Ses gestes sont incohérents. Il perd la distinction entre le passé et le présent, et il ne reconnaît plus ses frères d'armes. C'est un frère de bataille qui se perd dans l'abîme de la folie, incapable de retrouver son chemin. Une fois que la rage noire l'a pris, il n'y a plus de retour en arrière possible sauf dans la mort. Le seul destin qui l'attend alors est de rejoindre la Compagnie de la Mort, un groupe composé des guerriers qui ont succombé à cette rage et qui, par leur sacrifice, continuent de servir le chapitre dans les combats les plus désespérés. Les chapelains responsables de ces âmes perdues dirigent la Compagnie de la Mort, et leur devoir est de s'assurer que ces guerriers tombent avec honneur et que leur sacrifice ne soit jamais vain. Ce dernier acte de dévouement au nom de Sanguinius est un devoir sacré et désespéré, une ultime rédemption pour ceux qui ont perdu le contrôle de leur rage. Ainsi, la soif rouge et la rage noire forgent leur caractère et leur dévouement envers leur primarque et leurs frères. C'est un fardeau, mais aussi un moteur de leur noblesse et de leur humanité qui les pousse à rechercher l'équilibre entre la violence et la grâce. Les Blood Angels, fils de l'héritage de Sanguinius, vivent dans cette tension constante entre ces deux pôles opposés. Cette dualité est au cœur de leur identité et leur approche pour la maintenir en équilibre est à la fois philosophique et martiale. Après l'hérésie d'Horus, un système de pensée strict a été élaboré pour aider les membres du chapitre à gérer cette tension. Ce système repose sur un ensemble de principes qui régissent leur comportement. Les 5 grâces angéliques sont des vertus cultivées pour apaiser la rage et permettre aux Blood Angels de maintenir leur discipline intérieure. Ces principes sont l'honneur, l'humilité, la miséricorde, la retenue et le pardon.
Ils permettent aux Space Marines de rester centrés et de ne pas se laisser submerger par la furie qui pourrait les conduire à la folie. Ces vertus sont non seulement une forme de régulation intérieure, mais aussi un guide pour leurs interactions avec les autres et leur façon d'agir sur le champ de bataille. Elles sont pratiquées à travers la méditation, la recherche artistique et des exercices de contrôle personnel. En parallèle, les Blood Angels sont également guidés par un ensemble de 5 vertus du guerrier: la force, la sauvagerie, l'abandon, la rage et le détachement. Ces principes les poussent à exploiter leur côté bestial et à canaliser leur colère de manière stratégique. Tandis que certaines vertus comme la force et la sauvagerie favorisent l'embrasement de la violence, d'autres, comme le détachement, cherchent à éviter de se perdre dans cette rage. Cela crée une dynamique interne complexe où les Space Marines doivent continuellement jongler entre ces deux extrêmes pour rester efficaces tout en évitant de sombrer dans la folie. L'un des aspects les plus frappants chez les Blood Angels est leur capacité à allier une grande sensibilité et beauté dans leur vie quotidienne, que ce soit par leur amour pour les arts, la musique ou l'architecture, tout en maintenant une rigueur et un contrôle strict. Sur le champ de bataille cependant, cette rage contrôlée prend une forme terrifiante, transformant les Blood Angels en guerriers redoutés, en armes de guerre destructrices. Mais malgré leur lutte interne, les Blood Angels montrent une grande protection et compassion pour les mortels, souvent prêts à risquer leur vie pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Ils n'hésitent jamais à intervenir, même dans des situations éloignées de leur territoire, comme lors de la campagne d'Agrippina ou des interventions répétées sur Armageddon. Ainsi, l'équilibre entre la sauvagerie et la grâce est plus qu'une question de contrôle. C'est devenu une philosophie de vie qui permet aux Blood Angels de rester fidèles à leur héritage, tout en maîtrisant leur propre nature dévastatrice.